Le thème de la rencontre d'aujourd'hui, les droits linguistiques et francophones en situation minoritaire, me tient particulièrement à cœur. J'ai grandi dans une communauté francophone du Manitoba et mon parcours professionnel m'a mené jusqu'en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Ainsi, je m'estime chanceux d'avoir vécu l'expérience canadienne dans plusieurs contextes, chacun doté de sa propre nature et de ses propres défis. Je me suis longtemps consacré au domaine de l'enseignement, de la recherche et de l'administration universitaire. J'ai été nommé commissaire aux langues officielles en 2018 et en tant qu'agent du Parlement, ma tâche consiste à faire la promotion des langues officielles et à protéger les droits linguistiques de la population canadienne, ainsi qu'à promulguer le statut égal des deux langues officielles dans l'appareil gouvernemental fédéral et au sein de la société canadienne. La dualité linguistique est la reconnaissance de deux langues officielles, dotées d'un statut égal et appartenant à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens, peu importe leur origine. C'est aussi la certitude que ces langues, tout comme leurs locuteurs, ont un espace à part entière où elles peuvent s'épanouir dans toutes les régions du pays. Aujourd'hui, les droits linguistiques sont clairement reconnus et garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, qui établit l'égalité de statut du français et de l'anglais quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement fédéral. The Charter also guarantees the educational rights of children in English-speaking minority communities in the province of Quebec and of children in French-speaking minority communities in the other provinces and territories of Canada. Our official languages, as well as Canadians' language rights, are also protected by the Official Languages Act. However, the recognition of language rights in Canada goes back several decades. Following the Laurando-Dunton Commission on Bilingualism and Biculturalism, Parliament passed the Official Languages Act in 1969 and created the position of Commissioner of Official Languages. In 1970, Keith Spicer became Canada's first commissioner. La loi vise à assurer le respect du français et de l'anglais comme langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l'égalité de droits et de privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales. Elle vise aussi à appuyer le développement des communautés francophones et anglophones en situation minoritaire et à favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne. Depuis son adoption en 1969, la loi sur les langues officielles a subi de nombreuses modifications au cours des dernières années. Ces changements ont permis d'élargir ses domaines d'application et sa portée. Une nouvelle loi sur les langues officielles a été entérinée en 1988 et modifiée par la suite en 2005. La loi s'applique uniquement aux institutions fédérales, notamment le Parlement fédéral et les sociétés d'État, telles que Via Rail et Post Canada. De plus, certaines organisations comme Air Canada, le CN et NAV Canada ont gardé des obligations linguistiques après leur privatisation. Il est important de préciser que la loi sur les langues officielles ne s'applique pas aux provinces, aux municipalités, ni à la grande majorité des entreprises privées. Ce qui veut dire que les services offerts par le gouvernement de l'Ontario, par exemple, ne sont pas assujettis à la loi fédérale, mais bien à la loi sur les services en français de l'Ontario. La loi sur les langues officielles encadre notamment les communications et la prestation des services au public, ainsi que la langue de travail au sein des institutions fédérales. Vous vous demandez peut-être dans quel contexte vous recevez des services qui relèvent du gouvernement fédéral. Quand vous faites demande de passeport ou d'assurance d'emploi, ou lorsque vous soumettez votre déclaration de revenus, vous transigez avec le gouvernement fédéral. Votre demande de passeport ou pour tout autre service du gouvernement fédéral offert en personne, vous pouvez obtenir le service dans la langue officielle de votre choix si le point de service est désigné bilingue. Si vous obtenez de l'information par l'intermédiaire de sites web, d'applications ou de plateformes de médias sociaux d'institutions fédérales, celle-ci doit être offerte
dans les deux langues officielles simultanément. Under the Official Languages Act, the Government of Canada is also committed to ensuring that English-speaking Canadians and French-speaking Canadians have equal opportunities to obtain employment and advance their careers in federal institutions. In addition, the government is required to support the development of official language minority communities, foster the full recognition and use of both official languages in Canadian society, and take positive measures to fulfill this commitment. The Act also governs the establishment of language requirements of positions in the federal public service to ensure that members of the public can receive government services in the official language of their choice, and that federal employees in regions designated as bilingual for language of work purposes can work in the official language of their choice. En tant que commissaire aux langues officielles, je dois veiller au respect de la loi sur les langues officielles. Je dois aussi jouer le rôle d'ombudsman. Je reçois des plaintes sur des questions liées aux langues officielles et mon équipe mène des enquêtes sur ces plaintes. C'est sûrement la partie de mon travail la plus connue du public puisque certaines de mes enquêtes sont parfois médiatisées. La tendance à la hausse du nombre de plaintes déposées observées ces dernières années se confirme. Alors que nous recevions historiquement quelques centaines de plaintes par année, le nombre de plaintes reçues annuellement a depuis doublé, voire triplé selon l'année. De plus, depuis quelques années, le nombre total de plaintes que nous recevons dépasse maintenant le millier. À titre d'exemple, l'année dernière, en 2020-2021, j'ai reçu 1870 plaintes. De ces plaintes, près de 140 étaient liées à la pandémie de COVID-19. Les communications avec le public et la prestation des services demeurent des enjeux de conformité à la loi fréquemment rencontrés année après année. Permettez-moi de vous donner un aperçu du processus de traitement des plaintes au commissariat. Tout d'abord, lorsqu'une plainte est déposée, la première étape consiste à déterminer si elle est recevable. Pour être recevable et faire l'objet d'une enquête, une plainte doit remplir 3 critères. Premièrement, concerner une institution fédérale assujettie à la loi. Deuxième, porter sur un manquement allégué à une partie de la loi. Et troisièmement, porter sur une situation précise. Si la plainte est jugée recevable, les enquêteurs collectent et analysent tous les renseignements pertinents à la situation soulevée dans la plainte. Parce que le mandat d'ombudsman se veut indépendant et impartial, cette partie du processus d'enquête se fait en collaboration avec la personne qui a déposé la plainte et l'institution fédérale visée par la plainte. Elle peut se faire soit au moyen d'un processus de résolution facilité ou d'une enquête formelle. Le processus de résolution facilitée est un processus d'enquête qui permet de régler une plainte rapidement, tout en obtenant des résultats durables pour la personne qui a déposé la plainte. Les enquêtes menées au moyen de ce processus sont tout aussi rigoureuses que celles menées au moyen du processus d'enquête formel. À noter que la personne qui a déposé la plainte doit donner son accord pour utiliser ce processus. Dans le cas d'une enquête formelle, un rapport préliminaire est rédigé dans lequel l'enjeu et la position sont décrits. Ce rapport préliminaire est envoyé à la personne qui a déposé la plainte ainsi qu'à l'institution fédérale visée par la plainte. Je demande aux parties de me fournir leurs commentaires sur ce rapport préliminaire. C'est une façon pour moi de valider les renseignements qui se trouveront dans mon rapport final. Ce rapport avisera les parties, entre autres, si je juge la plainte fondée ou non fondée. Si la plainte est fondée, je peux formuler des recommandations détaillées à l'institution fédérale afin qu'elle corrige les lacunes en matière de langues officielles. Ces recommandations deviennent formelles et officielles lorsque je produis mon rapport final. Lorsque mon rapport comprend les recommandations, j'effectue par la suite un suivi auprès de l'institution fédérale afin de vérifier si elle a mis les recommandations en œuvre. Si les recommandations ne sont pas mises en œuvre et que les enjeux établis lors de l'enquête persistent, je peux prendre d'autres mesures pour régler les enjeux non résolus.
A specific and topical example of this is the number of complaints filed during federal elections. Although being able to vote in the official language of your choice is a fundamental right in Canada, it is still not always guaranteed across the country. The complaints I received in connection with federal elections concern the lack of an active offer of service in both official languages, the inability to provide service in the official language of the voter's choice, and documentation provided in only one official language. The number of complaints in recent years about the bilingual services provided to voters by Elections Canada shows that they are systemic issues. This is why I am working closely with Elections Canada to find solutions to these issues and to ensure that Canadian voters receive services in the official language of their choice at every stage of the voting process, regardless of whether they choose to vote in advance, by mail, or in person. The cooperation between my office and Elections Canada helps us to resolve some issues quickly, sometimes within hours of the complaints being filed. For example, if I receive a complaint about a polling station, Elections Canada can adjust its approach and take prompt action to ensure that other Canadians have the opportunity to vote in the official language of their choice later that same day. Although I cannot confirm whether the strategy and my recommendations are the main reasons, we seem to be seeing more progress in terms of the 2021 federal election, as we have received far fewer complaints so far than we did about the 2019 election. Comme je vous le mentionnais plus tôt, la loi sur les langues officielles vise à protéger les droits linguistiques de la population canadienne. Malgré les modifications qui ont été apportées au fil des années, il est clair que la loi n'a pas évolué à la même vitesse que la société canadienne. En 1969, quand la première mouture de la loi sur les langues officielles a été créée, et en 1988, année où elle a été modifiée de manière importante, l'Internet n'existait pas, pas plus que Facebook ou Twitter, et personne ne possédait son propre téléphone intelligent comme c'est le cas aujourd'hui. C'est pourquoi une véritable modernisation de la loi s'impose afin que les langues officielles répondent mieux aux besoins du public et qu'elles puissent prospérer dans le Canada d'aujourd'hui et de demain. Nous avons besoin d'une loi modernisée qui appuie la vitalité des minorités linguistiques et qui encadre les institutions fédérales pour qu'elles se conforment à leurs obligations linguistiques envers le public canadien. Après avoir consulté la population canadienne et divers intervenants, j'ai formulé il y a un peu plus de 2 ans une série de recommandations au gouvernement fédéral afin de rendre la loi actuelle, dynamique et robuste. Les recommandations, si elles sont adoptées, auront des retombées tangibles sur le statut et l'usage du français et de l'anglais au Canada. Elles visent à guider le législateur dans l'adoption d'une loi qui permet d'atteindre ses objectifs si importants pour notre contrat social. Ma vision d'une loi modernisée, mais surtout robuste, est qu'il serait souhaitable qu'en tant que commissaire aux langues officielles, j'ai plus d'outils à ma disposition pour me permettre de pleinement m'acquitter de mon mandat et d'assurer une meilleure conformité à la loi au sein des institutions fédérales. Par exemple, j'ai recommandé que de nouveaux mécanismes soient ajoutés à la loi, tels que le pouvoir d'imposer des sanctions pécuniaires et de conclure des ententes exécutoires avec les institutions fédérales qui sont assujetties à la loi. Ces mécanismes pourraient grandement m'aider à mieux faire respecter la loi. J'ai aussi recommandé de clarifier les obligations des institutions fédérales qui transigent tant avec le public voyageur qu'avec le grand public. Une autre de mes recommandations visait à harmoniser les droits en matière de langue de travail pour les fonctionnaires avec les obligations en matière de communication avec le public et de prestation des services. Prenons un exemple. Un employé qui travaille dans un centre Service Canada situé dans la région de Toronto qui offre des services bilingues. Comme Toronto n'est pas une région désignée bilingue au fin de la langue de travail, cet employé ne pourra pas travailler ni être supervisé dans la langue officielle de son choix, même s'il doit offrir des services bilingues au public. Aussi, la mise en œuvre et l'interprétation de la partie 7 de la loi,
soit la partie qui vise la promotion du français et de l'anglais, continue de poser d'importantes difficultés. C'est pour cette raison que j'ai recommandé l'élaboration d'un règlement relatif à cette partie, ce qui permettrait de clarifier certains concepts et d'établir des paramètres pour diriger les gestions fédérales dans l'adoption de mesures positives et de répondre fidèlement aux engagements de cette partie. Il est clair que cette modernisation est essentielle et qu'elle s'impose depuis plusieurs années. Elle doit devenir une réalité le plus rapidement possible et elle demeure une priorité pour moi tant qu'une nouvelle loi ne sera pas officiellement en place. Comme vous savez, la modernisation de la loi sur les langues officielles a figuré parmi les priorités énoncées dans le dernier discours du trône du gouvernement fédéral. Après avoir exposé les grandes lignes de sa réforme du régime linguistique canadien dans son document de réforme publié en avril dernier, le gouvernement a déposé un projet de loi en juin. Celui-ci proposait une série de mesures visant à répondre à plusieurs des enjeux que rencontre la loi sur les langues officielles. Plusieurs de mes recommandations se retrouvaient dans cette proposition du gouvernement. Avec le déclenchement de l'élection fédérale, ce projet de loi est malheureusement mort au feuilleton. Le gouvernement s'est toutefois engagé à travailler avec les deux communautés de langues officielles pour adopter un nouveau projet de loi dans les 100 premiers jours de son mandat visant l'égalité réelle du français et de l'anglais et le renforcement de la loi. Je m'attends à ce que ce projet de loi comprenne notamment des nouveaux pouvoirs en matière de conformité, tout comme je l'ai soulevé dans mes recommandations. I look forward to getting back to work on the modernization file, to sharing with parliamentarians the results of an in-depth analysis that I will be conducting on the bill. Official languages will undoubtedly continue to be a hot topic in the coming months, which shows how important they are and what an essential role they play in Canadian society. An Official Languages Act that is stronger and more reflective of our reality can only help to support and strengthen official language communities.